T'as déjà vu Matrix? Cette scène où t'as un chat noir qui passe, donnant cette impression de déjà-vu, comme si quelque chose se répétait. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai ressenti en regardant la fin du match entre l'UBB et les Saints. L'UBB a bombardé en montant des grosses quilles pour les enfermer dans leurs 22 mètres en envoyant Penaud sous le ballon, exactement comme Toulouse l'avait fait face à Toulon. À part ça, ce match aurait pu être complètement dingue avec un score de 65-57 s'il n'y avait pas eu autant d'essais refusés. Mais finalement, la pièce est tombée du mauvais côté, avec des fautes de main, des fautes techniques, un manque de réalisme criant, des essais refusés en pagaille, et une fin de match où ça fait mêlée touche mêlée. Voilà un petit peu l'image qu'on pourrait retenir de ce match si on se focalise uniquement sur la seconde mi-temps. Mais si on se focalise un petit peu plus sur la première, au vu de l'intensité qui a été quand même énorme, on peut comprendre ce manque de lucidité et ces fautes de main, surtout au vu de la physionomie du match. Moi, de mon côté, ce que j'ai vu, c'est une énorme bataille stratégique que je vais vous partager. Une gestion de match qui est absolument remarquable des deux côtés, où ils vont s'opposer dans des styles différents, et il va y avoir des actions et des réponses des deux côtés. Et pour un grand match, il faut des grands joueurs, et on va pas se leurrer, Mathieu Jalibert a marché sur l'eau. Il a fait ce qu'on attendait de lui, il a débloqué des situations. Prenons cet exemple sur le second essai bordelais. L'UBB foire son lancement. Ils essaient d'attaquer cette zone de rupture. Habituellement, sur ce type de combinaison, tu n'envoies pas ton numéro 10 au milieu des gros. Tu cherches à le préserver, sinon il va se faire gentiment décaler le bassin un petit peu d'un côté ou de l'autre. Le ballon est dégueulé par Yoram et Jalibert se retrouve avec. Il n'y a aucun surnom. Il y a retire qui est démarqué, mais le temps de suspension du ballon sur une passe permettrait à l'ailier de revenir. Il va décider de garder le ballon. Normal. Il efface son vis-à-vis sur le plaquage, avec un crochet. Normal. Derrière, il est obligé de garder le ballon. Tous les joueurs des Saints sont en train de revenir en étant orientés dans cette direction, en repli. À aucun moment, ils vont penser à monter pour fermer, car qui aurait l'idée de revenir avec une diagonale à la limite en reculant, là où il y a le plus de joueurs? En y réfléchissant, je me dis que les avants adverses ne ferment jamais cette zone. Ils sont habitués à reculer direct après une touche perdue, à checker leur vis-à-vis plutôt qu'à monter fort à cet endroit précis. Et là, les qualités athlétiques et la vitesse de réaction de Mathieu Jalibert fait qu'il efface tous les joueurs en repli sur des crochets intérieurs pour offrir un essai avec une passe basket. Il a survolé le match à l'image de cette passe offload à la 25e minute qui est un régal. Ou ce jeu au pied à 5 mètres de l'embut qui est contré et réussit à récupérer le ballon dans les bancs de Pollock et à transmettre à Penaud pour le doubler. Les finales, c'est toujours des montagnes russes émotionnelles. Si l'UBB et Northampton ont vécu un stress énorme en finale, la pression du quotidien, elle, peut aussi devenir écrasante. On traverse tous des périodes compliquées, émotionnellement, affectivement ou psychologiquement. À titre personnel et même avec mes proches et des proches, je l'ai déjà vécu. Souvent, on évite d'en parler, et notamment dans le monde du rugby, où montrer ses émotions, c'est pas vraiment la norme. On se cadenasse émotionnellement, et trouver des solutions seules, c'est pas toujours possible. C'est pour ça que je suis très content et fier de vous présenter le partenaire de cette vidéo, qui est BetterHelp. Franchement, au début, j'étais sceptique. Je me suis dit, c'est un truc de thérapie qui est géré par l'IA, une boîte à fric, et j'étais prêt à refuser direct la collab. Mais en fait, je suis allé voir, et c'est tout simplement une plateforme qui connecte rapidement et facilement des professionnels diplômés et expérimentés avec ceux qui en ont besoin. BetterHelp, c'est une plateforme de thérapie 100% en ligne qui rend le soutien mental accessible partout et tout le temps. Parce que quand tu vas pas bien et que tu dois changer quelque chose dans ta vie, des fois tu vas faire le travail en te disant ouais ok, j'ai besoin d'aller en parler parce que là ça va pas et je trouve pas de solution. C'est déjà énorme quand tu fais la démarche de te dire ok, je vais trouver quelqu'un pour aller en parler. Ça veut dire que tu fais un effort pour aller mieux. Mais si derrière, quand t'appelles et qu'on te donne un rendez-vous dans 6 mois, mais en fait t'abandonnes, t'as lâché l'affaire. Et c'est la même chose si ton couple y bat de l'aile un petit peu. Mais aussi on peut des fois s'éloigner ou sentir qu'on perd son couple tout simplement parce que la compréhension mutuelle, qui est une chose indispensable, et la tolérance se perdent. Et là, si les deux ils s'aiment, ils se disent ok, on se met d'accord, il faut qu'on améliore, il faut qu'on parle. Et que là tu prends rendez-vous et que tu as rendez-vous pendant 6 mois, mais tu fais quoi? Sur BetterHelp, c'est très simple. Tu remplis un rapide questionnaire pour exprimer tes besoins. Et la première question qu'on pose, qui a orienté du coup la façon dont je vous le présente, elle est vraiment parlante. Est-ce que c'est un besoin pour un particulier ou pour un couple? L'objectif, c'est d'être rapidement mis en relation avec un professionnel certifié, basé en France, enregistré à l'ARS et adapté à ta situation. Disons que tu ne te retrouves pas dans un call center à péta au schnock. Tu choisis ensuite comment tu veux échanger avec le professionnel. Ça peut être soit par vidéo, soit par téléphone ou soit par message, selon ce qui te convient le mieux. Et si jamais le thérapeute ne te correspond pas parfaitement dès le début, parce que pour parler, il faut être à l'aise avec la personne, c'est une relation de confiance qui doit s'établir, tu peux facilement en changer gratuitement, aucun stress là-dessus. L'abonnement aussi, il est flexible, ça veut dire que tu peux le mettre en pause. Si comme moi, tu sens que parler, ça peut t'aider aussi à mieux gérer les montagnes russes émotionnelles, tu peux
peux cliquer sur le lien dans la description ou dans les commentaires. Tu vas bénéficier d'une réduction de 10% sur ton premier mois, tout en soutenant directement la chaîne. Bref, si tu en reçois le besoin ou alors que tu connais quelqu'un que ça pourrait aider, n'hésite pas. Un thérapeute qui est adapté, ça peut vraiment faire la différence. Allez, maintenant, on repart sur ce débrief parce qu'on a beaucoup de choses à analyser sur cette finale complètement dingue. En regardant ce match, je ne sais pas si tu as eu la même impression que moi, mais moi j'ai eu l'impression que le scénario était écrit d'avance, comme si tout était prévu et que tout allait se dérouler comme prévu. Beaucoup d'absences côté Saints, l'UBB avec un gros banc, et clairement l'objectif bordelais de faire péter Northampton pour qu'ils explosent en seconde mi-temps à la 60e. Bon, même s'il y a eu quelques surprises en route, globalement on s'est retrouvé sur ce scénario. Bienvenue dans ce débrief où l'UBB a gagné sa première Champions Cup. Avant de commencer, ça doit faire 5-7 minutes que tu es en train de regarder la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, tu as le droit de lâcher ton pouce bleu et de t'abonner en mettant la petite cloche. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de ne pas de rater les phases finales qui vont arriver avec les matchs de la France contre la Nouvelle-Zélande, les Lions, etc. Quand je dis que tout se passe comme prévu, c'est qu'il y a forcément des petites choses que tu ne peux pas prévoir. Prenons l'exemple de la mêlée. Si tu mets Big Ben sur le banc, c'est pour une seule raison, c'est pour plier les adversaires quand il va rentrer. Bien sûr, il va avoir cet apport physique parce que c'est un gros porteur, mais il y a en fait ce côté pénalité sur mêlée où tu attends qu'il t'apporte en fait de la stabilité si tu n'es pas à l'aise, voire qu'il enfonce le clou. Et alors, ce qui est assez paradoxal, c'est quand il va rentrer, tu gagnes une pénalité sur mêlée, mais sinon tu te fais sanctionner 4 fois. C'est comme si à Mashukeli, l'arbitre il l'avait eu dans le viseur. Alors que pourtant, il y a une mêlée où j'ai l'impression que c'est le pilier des Saints qui va volontairement au sol. Un autre exemple de ce que moi perso j'attendais et que j'ai pas eu, ça a été les touches. Les Saints tournaient à 75% de réussite en touche depuis le début de la compétition et je pense qu'on pouvait s'attendre à un gros contest de la part des Bordelais dans ce secteur qu'on n'a pas du tout eu. Et sachant que tu pouvais potentiellement les contrer en touche, je pense que Bordeaux avait misé sur le fait d'aller défendre chez l'adversaire pour pouvoir les contrarier en fait dans les airs, aller les chercher dans les airs. Mais alors là, c'est comment est-ce que tu fais pour savoir si c'est un vrai choix stratégique que l'équipe a prise ou si c'est juste une interprétation que tu fais des situations? Alors il y a des indices qui te permettent d'arriver à cette conclusion, qui me permettent en tout cas d'arriver à cette conclusion. Tu vas me dire dans les commentaires si tu n'es pas d'accord, hein. C'est vraiment des interprétations qui me sont propres. Alors c'est super compliqué, mais j'ai deux indices qui me laissent penser ça, que Yannick Bru et ses joueurs avaient décidé de faire ça. Le premier, c'est la récurrence. Le nombre de ballons poussés au pied par les joueurs de l'UBB, que ça soit sur des petits jeux au pied dans le dos de la défense, mais ça on a l'habitude, ou sur des longs jeux au pied d'occupation pour ne pas surjouer dans leur camp, et surtout essayer de trouver des touches. Forcément, avec Louis Bielbiarré et Penaud, tu peux te permettre d'envoyer des pouces en bout de ligne parce que tu sais qu'à la course, ça va être jackpot. Mais là, tu peux te dire, ok, tu forces un peu, Charles, ouais. Mais alors, là où ça m'a fait un petit peu plus tic, c'est sur ce lancement de jeu, sur cette touche à la 3e minute. La défense de Northampton, elle monte très bien, c'est une touche en déviation, mais il y a éventuellement la possibilité de déplacer le ballon un peu plus loin pour que Louis Bielbiarré joue un duel. Et là, Jalibert balance un coup de pied en diagonale. Attention, ce n'est pas une passe au pied millimétrée. C'est un jeu au pied dans une zone morte avec un rebond, juste dans le dos de l'ailier. C'est un pile ou face total. C'est-à-dire que soit c'est pile et ton mec il a le rebond et bah, tu vas marquer, soit c'est face et c'est l'ailier adverse qui récupère le ballon et qui est quasiment obligé de sortir en touche, ou soit ça sort en touche. Je pense que c'est une des sorties qui existe sur ce lancement de jeu, puisque tout est travaillé en fait sur chaque lancement de jeu. C'est des décisions tactiques où en fonction de la défense adverse, soit tu prends cette option, si c'est fermé, tu prends l'option suivante et ainsi de suite. Et donc bien sûr que c'est une option qui existe sur ce lancement de jeu en touche, mais de là à le faire à la 3e minute de jeu, tu peux te dire que c'est un choix stratégique de dire ok, on va les enfermer dans leurs 22 mètres et on va les contrer en l'air. Et clairement, l'UBB a la volonté de ne pas surjouer dans son camp. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas joué tous les ballons. Si, ils ont pris des initiatives dans leur camp, on va le voir. Mais au bout d'un moment, pas de possibilité. L'UQ, bam, il t'envoie un énorme jeu au pied rasant qui va t'amener une mêlée. Et derrière, à partir de cette mêlée, il y aurait pu avoir un essai, mais en avant de Louis Bielbiarré. Et donc, on ne fait pas attention, mais ce sont des échanges de jeu au pied. Ils ont gagné la bataille du pied. Il faut être clair là-dessus. Mais sur les touches, il faut se dire une chose, c'est que Northampton était hyper bien préparé. Non seulement ils n'ont pas été dominés, alors ils perdent 2 touches je crois dans le match, mais ils sont à 85 ou 86%, mais c'est surtout qu'ils arrivent à scorer sur une de leurs touches, alors qu'ils sont à 1 de moins. Et tout d'abord sur le lancement, j'ai cru que c'était un lancement qu'ils avaient déjà fait. Et quand ils scorent comme ça, je me dis comment ça se fait, comment c'est possible. Les joueurs pros et surtout les joueurs de l'UBB, ils connaissent exactement les lancements de jeu adverses. En réalité, ce n'était pas exactement le même lancement, on va voir, mais surtout, on arrive à la 40e minute et l'UBB, à ce moment-là, je pense qu'ils sont dans le mal, ils sont dans le rouge total. Ils viennent de prendre le score et vous allez voir en fait sur qui Northampton décide de jouer, c'est assez marrant.
Alors la première fois qu'ils font un lancement de jeu en touche, on est à la 29e minute sur une touche à 5. Ils viennent attaquer la zone de rupture, ils jouent une fois dans le sens, Michel donne de fausses informations en levant son bras pour faire genre il va jouer dans le sens, puis il joue sur le retour avec ce bloc 10 à 4 joueurs pour le 3 et c'est un pivot et l'ailier Freeman qui vient apporter un surnombre momentané. Ils n'ont rien inventé du tout, ce lancement de jeu est repris par quasiment toutes les équipes, faut pas se leurrer. L'UBB l'avait utilisé en demi-finale et même chose à la 42e minute, ils le refont. Sauf que sur la touche à 5, ils utilisent un bloc 10 à 4 avant et pas avec le 12 contrairement à Northampton. Et sur le retour, c'est le 8 qui est dans le dos et pas le 10. D'ailleurs, personne ne fait attention à ça, mais l'UBB refait exactement le même lancement de jeu à un détail près à la 60e minute. Sauf que sur celui-là, il y a Moefana qui break la ligne. Et cette légère variation, l'ailier ne vient pas intervenir à l'extérieur du joueur d'eau, mais à l'intérieur. Alors je ne sais pas si c'est une variation de circulation qu'ils mettent en place après un franchissement ou si c'est simplement une variation classique histoire de changer. Ou peut-être que c'est en fonction de la zone de break et de l'espace qu'il y a sur le retour. Tu as ce bloc d'avant, ce bloc à 4 joueurs et le talon qui restait dans les 5 mètres avec ton 8 qui est dans le dos. Et dans ce cas, si l'espace est restreint, eh bien l'ailier reste à l'intérieur pour éventuellement une remise intérieure au milieu de 4 avant dans un bordel monstre. Celui sur lequel les Saints marquent, c'est un lancement qui est légèrement différent. On est sur une touche à 4 avec une déviation et une prise du centre. Au moment du plaquage sur le ruck, il y a un bordelais qui est consommé pour 5 joueurs des Saints, si tu comptes le relayeur, le plaqué et les joueurs au soutien. Sur le retour, il y a un 4 contre 4. Tu as un bloc de 2, un joueur dans l'axe et un joueur qui est resté dans le couloir. C'est simplement, ça a l'air facile comme ça, c'est juste la redoublée de Mitchell qui va amener un surnombre. Et la seule chose qu'on pourrait se dire, c'est que Falatea pourrait aller défendre sur Mitchell, ne pas se laisser aspirer. La vérité, c'est que je pense qu'à la 40e minute, ton pilier droit, il commence à manquer d'oxygène, il a besoin de couper, c'est évident. Alors j'ai posé la question à un entraîneur pro, je sais qu'il y a des entraîneurs et des joueurs pro qui regardent les vidéos, je sais aussi que ça ne commande pas beaucoup parce que c'est comme ça, mais dites-le moi dans les commentaires si jamais vous avez l'information. Si je l'ai d'ici le moment où je tourne la vidéo ou à un moment, je vous le dirai dans les prochaines. Est-ce que c'est circonstanciel, c'est-à-dire que c'est un lancement de jeu que tu as prévu de faire et tu le fais et c'est comme ça? Parce que ce qui est sûr, c'est que tu viens attaquer ce pilier droit, tu connais la circulation des joueurs en défense à partir de touche, tu sais que sur le retour, ton 9 va potentiellement se retrouver face au pilier droit. Donc est-ce que c'est un lancement de jeu qui est prévu et tu le fais tout le temps comme ça? Ou est-ce que, parce qu'ils auraient pu le faire à la 29e minute, mais ils en font un autre, ou est-ce que c'est parce que tu arrives à 5 minutes de la mi-temps que tu cibles volontairement sur ton lancement de jeu la redistribution du pilier droit pour le faire craquer? Et ça, c'est une question que je me pose. Est-ce que tu pousses la compréhension et l'analyse au niveau pro jusqu'à ce niveau-là? Tu te dis, ok, à chaque fois, mais c'est un truc que tu ancres pendant la saison, tu dis, ok, on met un lancement de jeu en place ou à 5 minutes avant la fin de la première mi-temps ou 7 minutes, quand le pilier droit adverse commence à être dans le rouge, on le cible volontairement sur les lancements de jeu. Donnez-moi l'information si vous l'avez, ça m'intéresse grave. Mais ce que tu peux jamais prévoir dans les matchs, ce sont les faits de jeu. Quand au bout de 5 minutes, les Saints, ils ont 2 blessés et qu'à la 30e minute, il y a un 3e joueur qui sort sur blessure, à ce moment-là, on se dit tous la même chose. Avec les absents, les blessures qu'il y avait avant le match, ce qui se passe, le banc de l'UBB, la densité physique de l'UBB, ça va être extrêmement compliqué pour eux. D'autant plus qu'ils avaient opté pour un banc en 5-3, ce qui au final leur a servi, mais qui allait forcément leur coûter cher, parce qu'en plus sur le banc, ils avaient des joueurs qui étaient en manque de rythme. Alors l'impression que j'ai eue, c'est que l'UBB avait décidé d'enfoncer les Saints dans le combat, mais que Northampton avait décidé, eux, d'envoyer du jeu en première mi-temps. Ils refusaient de rendre les ballons au pied. C'est en première mi-temps, j'ai l'impression que c'est que ça. Tu l'as vu sur le coup d'envoi, 2 minutes non-stop pour ouvrir le score. Mais c'est encore plus flagrant à la 22e minute. Northampton, ils enchaînent une séquence interminable en gagnant du terrain, en perdant du terrain, en gagnant du terrain. Et ils refusent systématiquement de taper, même en reculant. Ils finissent par récupérer une pénalité. En voyant ça, tu te dis, ok, c'est génial pour le jeu, mais sérieusement, comment est-ce qu'ils vont faire pour tenir avec un rythme comme ça? Vraiment. Et donc, je pense que c'est une option stratégique qu'ils avaient prise, les Saints, en se disant, ok, on va jouer un maximum de ballons. L'objectif, c'est d'être devant à la pause. On a peur de ce banc bordelais, on a peur de la gestion de cette fin de match. On n'a pas envie on va lâcher du jeu en première mi-temps, mais par contre, on sait qu'on aura du mal à aller au bout et tenir physiquement. Et donc, ils envoient ce jeu en première mi-temps et à la pause, ils rentrent avec un score d'égalité, 20 partout. Mais je pense que leur sentiment, il est mitigé. Premièrement, ils ne doivent pas être mécontents au vu de la première mi-temps. Mais secondement, ils se disent ok, en fait, on n'est pas devant, on les tient. Comment est-ce que ça va se passer en seconde?
Et là, à la mi-temps, il y a une bascule qui s'effectue, ils changent complètement leur fusil d'épaule, ils arrêtent d'envoyer du jeu à gogo et ils font ce que l'UBB avait fait en première, ils vont enfermer les Bordelais chez eux. C'est-à-dire que Mitchell commence à te mettre des petits jeux au pied par-dessus pour occuper le terrain, aller chercher à casser le rythme, aller en touche. Et effectivement, ça semble logique, ils ne sont pas capables de tenir 80 minutes avec cette intensité, avec le manque de rythme et les joueurs qu'ils ont. Ils vont être obligés de casser le rythme. Et donc c'est ce qu'ils cherchent à faire, ils cherchent à ralentir aussi le jeu pour garder un petit peu d'oxygène et de lucidité. Est-ce que ça a marché? J'en suis vraiment pas sûr parce que pour moi, l'UBB a gagné cette guerre stratégique et notamment avec l'alternance au pied. Ils ont réussi à alterner du coup en première mi-temps ces jeux au pied, pouces en bout de ligne et le fait d'aller enfermer l'adversaire chez eux, mais en même temps, ils n'ont pas renié leur ADN avec des jeux au pied offensifs et à la fin de match, on va le voir, des jeux au pied évidemment d'occupation à la Matrix ou enfin des jeux au pied de pression dans les 22 mètres adverses. Et quand je dis qu'ils ne se sont pas privés, on le voit avec les jeux au pied par-dessus du 9. Il y a évidemment les petits jeux au pied de Mathieu Jalibert, il en tente 2 qui malheureusement ne passent pas, mais il y a aussi ces jeux au pied de Lucu qui sont juste derrière le second rideau et ça qui sont travaillés et qui sont ciblés. On le voit en début de match sur un coup d'envoi, ils viennent juste de marquer, il y a égalité ou il y a 7-5. Réception de coup d'envoi, tu as Mitchell du coup qui colle la ligne de touche, il n'y a personne en second rideau. Tu forces en faisant ça un joueur sur les prochains coups d'envoi à rester en fait dans le second rideau. Tu les forces à dégarnir leur troisième rideau, ce qui va te permettre toi d'allonger ton jeu au pied par la suite. Et tu peux te dire ok, c'est une stratégie qu'ils mettaient en place sur les coups d'envoi uniquement pour ça. Mais en fait oui, ils le mettent pour ça je pense, mais pas uniquement, ils le mettent parce que c'est une zone de rupture et ils décident d'attaquer les zones de rupture quand elles sont bonnes à jouer. C'est l'ADN de Bordeaux, ils décident de jouer même proche de leur but si c'est le bon choix tactique. Et on le voit à la 69e minute, dans leurs 22 mètres, alors que le match est hyper serré, ils récupèrent un ballon et tu réalises à quel point ils sont vraiment sur d'eux. Stratégiquement, c'est brillant. Personne ne peut anticiper ça. Personne ne pense qu'une équipe qui est en tête en finale de Coupe d'Europe va tenter un jeu au pied par-dessus dans ses 22 à 10 minutes de la fin. Et en réalité, c'est tellement bien pensé, tu refuses de rendre le ballon facilement à ton adversaire. Ça faisait 10 minutes qu'ils étaient en train de les asphyxier chez eux. Et là, ils te mettent un jeu au pied comme ça, offensif dans leur propre camp, qui se termine avec une occasion d'essai. Ils gagnent 80 mètres balle en main, c'est monstrueux. Et donc on a Northampton qui essaye au bout d'un moment d'occuper le terrain, puis ensuite, en gros de la 40 à la 55e minute, et ensuite tu as l'UBB qui sèvre totalement Northampton de ballon ou de possession dans leur camp. Il y a très peu de possession dans le camp de Bordeaux en seconde mi-temps. Toutes les pénalités qu'ils ont quasiment sont dans leur camp. Et c'est là où c'est très intéressant stratégiquement, c'est que l'UBB a réussi à faire des fautes, mais des fautes proches de l'embut de Northampton. À ce moment-là, Northampton, ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas relancer à la main parce qu'ils n'ont pas le jus nécessaire pour le faire. Ils ne peuvent pas se sortir de leur camp à la main parce qu'ils ne pourront pas, ils n'ont pas les cannes. Et donc, ils sont obligés de sortir au pied et de repartir sur des phases de conquête, des phases statiques. Et donc, tu as cette impression de match qui est haché où ça fait pénalité, on va en touche, touche, on va en mêlée, mêlée, un temps de jeu, pénalité, pénalité, on va en touche. Et on a ce rythme qui est saccadé. Et c'est là où l'UBB, qui avait décidé de mâcher les Saints dans le combat, ils l'ont fait. Mais ils ont réussi à les enfermer chez eux et à imprimer en fait ce rythme qui est dégueulasse à la fin. Mais c'est comme ça que tu gagnes des matchs. Et ça, je le prends en compte aussi. C'est la lucidité qu'ils ont eu ces Bordelais. Déjà, tu as Jalibert qui au bout d'un moment se décharge de la responsabilité de buteur. C'est fort, hein. C'est-à-dire qu'un mec, c'est un buteur, c'est moi, Jalibert quoi. Non, au bout d'un moment, c'est bon, vas-y, Max, tu prends là. Et ça lui permet de se focaliser sur son match. Et je trouve que c'est une très bonne chose parce que ça le décharge d'une responsabilité. Mais l'autre point, c'est la gestion stratégique. Sur toutes les pénalités en seconde mi-temps, tu sens qu'ils ont la possibilité d'y aller et d'aller marquer. Mais du coup, ils refusent de prendre les 3 points, sauf à un moment où c'est 40 mètres en face et c'est Lucu qui la prend. Mais sinon, ils vont systématiquement en touche. Et là où c'est le plus criant, c'est quand ils ont 8 points d'avance, tu pourrais te dire, ok, ils pourraient passer à plus 11. Mais en réalité, non, stratégiquement, c'est très bien. Alors chacun va avoir son interprétation, donnez-la moi dans les commentaires. Mais tu as 8 points d'avance. Les Saints doivent marquer 2 fois pour prendre le score. Il reste 10 minutes. Si tu mets un essai transformé, ils devront marquer 3 fois. Si tu mets que 3 points, ils doivent toujours marquer 2 fois. Si tu vas en touche, que tu ne marques pas et que tu perds le ballon, tu vas avoir perdu 1 minute le temps On fait une petite réunion, on fait quoi les gars? Ouais, on va en touche. Ouais, je pense que c'est bien, on va en touche. Bam, tu as 40 secondes de gratter. Tu vas en touche. 30 secondes pour te mettre en place. Tu joues la touche. Derrière, tu gagnes, tu perds le ballon. Il y aura, si les Saints récupèrent le ballon, ils vont te le rendre au pied. Ils ne vont pas relancer, ils ont 90 mètres à faire.
Et s'il y a une faute, bah, tu repères du temps. Et donc du coup, tu forces l'équipe adverse à les mettre sous pression. Alors que si tu marques 3 points, ils doivent marquer toujours 2 fois, puisque tu serais à plus 11. Mais sur le coup d'envoi, tu sais qu'ils vont venir te contester le ballon et potentiellement une possession dans tes 40 mètres. Et je pense qu'il te faut une sacrée lucidité pour réussir à faire ça. Et une confiance en eux, ce que les Bordelais, ils ont eu. On va parler rapidement des joueurs. Alors Penaud, évidemment, il te plante un doublé. Louis Bielbiarré, tout le monde l'a trouvé moins en vue quand il est passé à l'arrière. Mais c'est juste qu'il a moins ses ballons à aller chercher à la course. Et évidemment, tu es en finale de la Coupe d'Europe. Tu ne peux pas mettre un triplé. Ouais, presque Penaud, il aurait pu le mettre. Mais tu ne peux pas briller autant en finale de la Coupe d'Europe qu'en championnat et sur tous les matchs. Mais Louis Bielbiarré, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. À un moment, il te monte une chandelle, il va jumper en dessous, il te récupère la balle et il te remet un coup de pied dans le mouvement. Et ça amène presque un essai de Damien Penaud. D'ailleurs, pour moi, ça vaut presque un carton, ce plaquage en l'air sur Damien Penaud. Un essai de pénalité parce que le carton il y est mais il n'y a pas essai de pénalité. Avant de continuer un petit peu sur le débrief des joueurs en freestyle là à la fin, n'hésite pas vraiment BetterHelp si tu as la possibilité, teste et surtout n'hésite pas à partager autour de toi. Franchement c'est cool, c'est ce que je dis, c'est quand tu fais l'effort de te dire ok j'ai besoin d'aller parler à quelqu'un, si tu as un rendez-vous dans 6 mois tu te décourages. Et donc ça vaut vraiment le coup, c'est des professionnels de santé qui sont certifiés par l'ARS. Voilà, et puis en plus ça fait fonctionner les collaborations sur la chaîne. On continue. Du coup, sur la mêlée, moi, ça a été ma grosse déception. C'est-à-dire que cette mêlée de bordelaise, je l'attendais face aux Saints. Ils avaient des absents. Et on le sent parce que le 8 qui est absent, Augustus, eh ben, tu sens que les Saints, ils ont plus de mal à avancer. Ensuite, Diaby, à la limite. Diaby, il peut prendre un rouge, sur son carton jaune. Mais alors là, question que je vous pose. J'ai cette impression que le joueur des Saints décide volontairement d'aller vers le bas sur la percussion en visant l'épaule. C'est-à-dire que Diaby, ok, il n'est pas au niveau des chevilles, mais il n'est pas… En fait, tu sens qu'il est un petit peu baissé, mais l'autre se dirige vers le bas avec la tête la première. Et donc, comment est-ce que tu fais pour réagir dans ce genre de cas? C'est-à-dire que tu es face à un bonhomme de 2 mètres, mais qui va descendre sa tête à 1,60 m. Et c'est vraiment une question que je me pose. Et sur les gestes litigieux, vous allez me dire aussi sur le premier essai, le mec, il n'est pas en train de ramper sur les genoux. La seconde ligne bordelaise a juste été énorme. Là où je l'attendais plus, moi, c'était dans les airs. Notamment aller les challenger sur les contres en touche. Et les Saints, pour moi, ils n'ont pas gagné la bataille des airs puisqu'ils n'ont pas réussi à perturber la conquête de l'UBB. Mais je pensais que l'UBB serait meilleur en fait sur le contre en touche. Lucu, il a été métronome. Et à un moment, j'ai cette impression aussi, dites-le moi si vous l'avez eu, c'est qu'il est comme ça. C'est-à-dire que tu sens qu'il a la pression. Tu sens qu'il commence à s'énerver, qu'il perd en lucidité. Et c'est comme s'il arrivait au bout d'un moment à dire « Ok, je reprends mon calme, on va juste taper loin, on va chez eux, on les enferme chez eux. » Et il te montre ses jeux au pied dans la boîte qui sont juste magiques pour Damien Penaud. Les centres, je discutais avec Mathieu, mon monteur, qui me disait que en fait, Deporter, il n'avait pas été si bon que ça. Mais en fait, Deporter, là, quand j'ai revu le match sur une seconde lecture, je l'ai trouvé énorme, c'est-à-dire qu'il est capable de te générer de l'avancée comme Moefana sur des situations très denses. La défense des Saints n'est pas marrante. Et au plaquage, il t'a défoncé les types. Et donc oui, il n'y a pas de gros break comme on pourrait avoir l'habitude. Mais honnêtement, ça a été très propre sur ce qu'il a fait. De la même manière que Retière, quand il rentre à l'aile. Retière, petite dédicace quand même, 3 Coupes d'Europe, 3 Champions Cup avec 3 clubs différents, c'est énorme. Franchement, je suis un club de top 14, mais je le recrute direct. Tu te dis, tu veux gagner la Champions Cup, recrute Retière. Et du coup, Retière, oui, il rentre dans une configuration ou même chose, en défense, moi je l'ai trouvé extraordinaire. Voilà, c'était un petit débrief. C'était pas évident de le faire ce débrief puisque le match pour moi était vraiment en plusieurs parties à analyser. Je vous assure que, en fait, à part la guerre stratégique qu'il y a eu, j'ai pas tant de choses à dire que ça et c'est dommage parce que ça aurait pu être un match où, ce que j'ai dit en début, il y aurait pu avoir 60 à 50. Enfin, tous les essais refusés, c'est incroyable. Ça aurait pu être un match historique. Ça restera une belle finale, une belle victoire de l'UBB. Et puis on se revoit bientôt. On va attaquer bientôt les phases finales de top 14, les demi-finales de Pro D2. Et on y va. Topette l'ami!